Dans la précédente vidéo, j'avais parlé de Don Quichotte et de ses moulins à vent. Et j'avais dit que les moulins à vent, ça pouvait être interprété comme... lui, il l'interprète comme des géants, mais donc comme les parents. Les parents, et donc son agression contre les parents, avec sa lance sur son cheval, c'est une façon de se venger des reliquats de mauvaise éducation qu'on garde en souvenir, mais c'est en même temps, si on interprète un peu plus loin, la lance c'est le phallus, et c'est une façon de réaliser l'inceste dans un acte sexuel violent, certes, mais qui quand même peut s'entendre. L'un pouvant expliquer l'autre. Hein. Je me venge de mes parents, d'une part en pratiquant l'acte sexuel quand même s'il est interdit, mais en plus, je les détruis parce qu'ils ne m'ont pas autorisé cet acte sexuel. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle je leur en veux, outre les petits problèmes d'éducation qu'il y a eu dans le parcours, et qui peut-être bien étaient une conséquence de ce conflit entre le désir et l'interdit. Des deux côtés, hein. Côté parent, côté enfant. Il y aurait une autre façon encore de l'entendre, c'est de dire ces géants, ce serait comme une sorte de réel qui surgit comme ça dans l'horizon de Don Quichotte, et avec sa lance, il cherche à faire un trou dedans, c'est-à-dire à symboliser. On entend beaucoup parler de réel chez Lacan et chez les lacaniens, avec, à mon avis, une méprise totale sur ce qu'est le réel. J'en ai encore vu tout récemment un exemple par quelqu'un qui disait, je l'ai lu plusieurs fois, sous la plume de plusieurs auteurs différents, ce Covid-19 qui nous tombe dessus, c'est un réel. À quoi je réponds, non, c'est pas un réel, parce que le Covid-19, il a un nom, il a été tout de suite repéré, à peine il est apparu, et même quand on n'avait pas encore repéré comme Covid-19, comme coronavirus, comme ayant un ADN qui a été parfaitement décrypté, avant cela, il y avait des symptômes, c'est-à-dire toux, fièvre, difficulté à respirer, toutes choses que l'on symbolise aussi très bien. Même quand on ne connaît encore pas le Covid-19, on sait que c'est une infection pulmonaire dont il s'agit, ce qu'on appelle vaguement une pneumonie. Donc, on a tous les mots qui sont à notre disposition. La science ne fait qu'avancer dans cette symbolisation, mais ce n'est pas une symbolisation absente. C'est juste un truc qui nous tombe dessus dans la réalité. C'est pas un réel, c'est un accident de la réalité. Bon, de la même façon, j'entends tout le temps le fait de traduire un trauma, c'est-à-dire un accident ou un truc qui est arrivé à la guerre ou une agression comme étant un réel. Parce que les gens restent traumatisés. Et le traumatisme, il l'appelle avec Lacan le traumatisme, parce que le réel ferait trou dans le tissu de l'imaginaire et du symbolique. En fait, moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Le réel ne fait pas trou, c'est le symbolique qui fait trou, parce que justement, le symbolique, c'est la présence-absence. C'est le forda. Je jette un objet au loin pour qu'il disparaisse. Je le casse, je le brûle, j'en fais de la chair à pâté, de façon à ce que ce qu'il revienne, c'est une représentation, c'est-à-dire une image mentale de l'objet en son absence, une présence dans l'absence. C'est ce qui se passe chaque fois qu'il y a un accident, une mutilation à la guerre, ou quoi que ce soit, ou une agression. C'est-à-dire que à chaque fois, ou un deuil, à chaque fois je me pose la question vient toute seule. Je suis encore là, mais j'aurais pu ne plus y être. J'y ai passé de près à l'absence définitive, mais je suis présent. Donc ça nous rappelle la mort comme présence-absence.
Et la mutilation possible nous rappelle aussi la présence-absence. J'aurais pu y laisser un membre, avec derrière l'idée, j'aurais pu y laisser le phallus. C'est la castration qui est derrière. C'est toujours présence-absence. C'est toujours du symbolique. De même, quand on dit qu'on se sent hébété à l'annonce de la mort d'un être cher, beaucoup de gens l'interprètent comme un réel. Ah, je n'arrive pas à faire avec ça. Eh bien, moi je pense au contraire que si on n'arrive pas à faire avec ça, c'est parce que justement c'est un surgissement de la présence-absence, de l'absence dans ce qui était présence jusqu'à présent. Et si je n'avais pas une représentation de l'être cher qui vient de disparaître, je ne penserais pas qu'il vient de disparaître, et je n'en serais pas hébété. C'est bien le symbolique qui est à l'œuvre à chaque fois. Donc je pense qu'il y a une mauvaise interprétation de la notion de réel, qui est tout le temps donc confondue avec la réalité. Même si les gens disent que c'est de l'impossible à symboliser, on voit bien dans les exemples que je donne que c'est pas du tout de l'insymboliser, c'est justement la marque du symbolique à l'œuvre. Ça pose plein d'autres questions à plein d'autres titres. Je comprends bien aussi pourquoi les gens disent que c'est un traumatisme, parce qu'ils ont en tête le schéma R et le schéma I de Lacan. Dans le schéma I, il y a deux trous, un trou dans l'imaginaire qui est le phallus, absence de phallus, un trou dans le symbolique qui est l'absence de nom du père. C'est du moins ainsi que Lacan le décrit à l'époque où il produit le schéma I. C'est donc deux trous, le trou est conçu comme un défaut. Et la surface, c'est l'imaginaire et le symbolique. Avec juste un arbitraire, le long de la diagonale, on décide que d'un côté c'est de l'imaginaire et de l'autre c'est le symbolique. Mais quelle différence à part ça entre l'imaginaire et le symbolique? On ne la voit pas. Alors qu'il y a cette définition de Lacan aussi, qu'on trouve dans le symptôme, c'est le symbolique, c'est le trou, l'imaginaire, c'est la surface. Et le réel, c'est ce qui est en dehors de toute représentation. Parce qu'un trou dans une surface, c'est une représentation. On se représente qu'à la place du trou, il pourrait venir quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui du coup manque. C'est ça la source du désir, la source de la pulsion. La pulsion qui fait que, ou le désir, qui fait que ça se répète. Là aussi, c'est entendu, dans le champ analytique d'une manière générale, la répétition, c'est un réel. Parce que ce n'est pas symbolisé, ça se répète, et le symbolique insiste pour que ça se symbolise. Et donc, il faudrait arrêter la répétition. Déjà là derrière, il y a une norme que j'ai déjà pas mal dénoncée moi-même. Pourquoi, après tout, faudrait-il arrêter la répétition? Après tout, la répétition, c'est peut-être justement une solution et pas un problème. Si c'est justement la tentative du symbolique pour nommer le réel, quelque chose du réel. Mais de notre côté, ça répète peut-être pas forcément pour cette raison-là. La répétition, là, ça serait les asymptotes du schéma I. Ça va, la courbe s'approche d'une manière infinie des axes, mais elle n'y parvient jamais. Donc d'un certain côté, on peut dire que ça déborde. Ça déborde parce que ça n'atteint jamais le bord. Ça le longe à l'infini. Mais de notre côté, pourrait y avoir une autre façon de concevoir l'infini, c'est une répétition de rondelles, c'est-à-dire une répétition de représentation et non pas l'échec de la représentation, l'échec du symbolique. C'est-à-dire il y a représentation, mais cette représentation insiste, elle revient. Bon, moi-même j'ai décrit la répétition comme une tentative du symbolique pour faire un trou dans le réel. J'ai dit ça à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, je pense à le remettre en question. Je pense que ces répétitions, c'est un peu comme ce qui se passerait lorsque un acteur monte sur scène, il dit son texte, un texte assez court d'ailleurs, parce qu'il faut qu'il le dise vite, parce qu'il y a les flics dans la coulisse qui sont là,
qui sont prêts à lui sauter dessus et qui effectivement lui sautent dessus et le ramènent en coulisses. D'où l'acteur est frustré, il veut revenir dire son texte. Tout ça est parfaitement symbolique. À la fois son texte, le fait qu'il veuille le revenir parce qu'il est en manque de le dire, il est en manque de représentation, mais pas parce que c'est du réel, parce qu'il y a les flics qui interdisent la représentation. Eux-mêmes, les flics sont représentés. C'est le surmoi. Et ce qu'ils cherchent à se dire, c'est du ça. Mais comme je l'avais dit à propos de l'exemple de Don Quichotte, le ça se condense souvent avec le surmoi. Par exemple, je réalise l'acte sexuel en transperçant les géants avec ma lance phallus, acte sexuel interdit, je fais l'amour avec les parents, mais en même temps je les détruis. Ou alors, en même temps, je fais moi-même la police, c'est-à-dire je les détruis en tant qu'ils pourraient être objets de désir. Vous voyez comme le désir, y compris le désir incestueux, entre en conflit, mais un conflit qui peut obtenir une représentation condensée du désir d'inceste et de son interdit. Dans la psychanalyse, il se passe cette chose, c'est que c'est à deux que ça se passe. Comme je l'ai déjà dit, moi je ne considère pas que l'analyste doive être un objet, pur objet cause du désir, comme le dit Lacan, cause du désir de l'analysant, mais il ne peut pas s'empêcher, quoi qu'il en veuille, d'être sujet, donc d'avoir du désir aussi. Et ce désir, comme tous les désirs, rentre chez lui, donc chez moi, en conflit avec l'autre désir, incestueux en l'occurrence, à savoir le passage à l'acte avec l'analyste. Ce qui peut se traduire par une envie éventuelle de détruire l'analyste, comme Don Quichotte avec ses moulins à vent. Si c'est pas possible, alors je le tue. Non pas parce que c'est un réel, encore une fois, mais parce que c'est un conflit entre deux représentations. La représentation de je réalise l'inceste et la représentation de c'est interdit, le flic. Juste un petit exemple topologique. Si j'écris la fameuse hyperbole de Lacan, ou pas de Lacan, une hyperbole, quelle qu'elle soit, avec son débordement parce que ça n'arrive pas à joindre le bord au bout. Eh bien, si je l'écris sur le plan, effectivement, ça ne joint pas, ça n'arrive jamais à se rejoindre. C'est-à-dire à découper une représentation. Parce qu'une représentation, il faut qu'elle ait des bords. On ne peut pas avoir des bords infinis. Un bord infini, c'est plus un bord. Si j'écris cette hyperbole sur une sphère, au lieu de l'écrire sur un plan, je constate que mes hyperboles vont se rejoindre et vont fabriquer une représentation. Ce qui pourrait être la solution qu'apporte le transfert. C'est-à-dire du fait que j'apporte mes paroles à infini dans leur répétition à quelqu'un qui l'entend, ça devient des représentations. Ça, c'est dans le cadre de l'idée où ça serait un réel qui n'arrive pas à se dire. Mais dans le cadre de rondelles qui se répètent, c'est-à-dire de représentations qui sont refoulées, donc qui viennent sur scène, mais qui repartent parce qu'elles sont refoulées, donc il faut qu'elles reviennent sur scène, ainsi de suite, eh bien, l'infini des répétitions, représentées ici par l'hyperbole, mais représentées seulement, une représentation lointaine qui ne convient pas, se referme aussi au sens où, après tout, je peux accepter cette répétition. Ou la cesser, ça devient de mon choix, y compris un choix inconscient. En tout cas, ça cesse d'être douloureux au sens d'une douleur qui ne cesse pas de vouloir se représenter sur scène sans y parvenir. J'avais dit que les deux branches de l'hyperbole, dans le schéma de Lacan, c'était l'une qui représentait l'effet du trou dans l'imaginaire et l'autre l'effet
du trou dans le symbolique. Encore une fois, c'est les formulations de Lacan, c'est pas les miennes. Hein. Je trouve que ces reformulations ne conviennent pas. Mais si on écrit cette hyperbole non seulement plus sur un plan, plus sur une sphère, mais sur un tore, eh bien on s'aperçoit que l'asymptote de l'une rejoint l'asymptote de l'autre. Là aussi, ça fait des représentations, mais dans une continuité de l'imaginaire et du symbolique. C'est plus proche de ce que je pense. Le symbolique étant le trou chez moi, et l'imaginaire, la surface, c'est-à-dire la représentation. L'affect étant le trou, ça me troue, ça m'entame. C'est ça qui fait que je détache une représentation de l'ensemble mouvant des sensations qui me viennent du réel. Et donc, avec le transfert, je détache effectivement cette figure de l'analyste que, pour sortir de la répétition, je peux avoir envie à la fois de transpercer d'une façon aimante, acte sexuel, ou d'une façon violente, agression. C'est à peu près ce que nous avons tous ressenti quelque part à l'égard de nos parents, et dans les deux cas, c'est strictement à refouler. Si c'est ça le texte qu'a à dire l'acteur dont je parlais tout à l'heure, la police est tout de suite là pour empêcher que ça se dise. Et si la police empêche que ça se dise, eh bien, c'est là que ça exacerbe la violence, ou la difficulté, ou la douleur. Je vais essayer de développer ça d'une manière un peu plus concrète à travers des rêves personnels. 3 petits rêves, minuscules. Premier rêve, une imprimante passe par la fenêtre. La fenêtre d'un bâtiment, je ne sais pas quoi, comment, et elle va atterrir dans un hangar où il y a déjà des machines agricoles. Fin du rêve. Je l'ai très vite interprété comme « je ne veux pas imprimer ». L'imprimante est jetée hors de la maison. Ça n'imprime pas, comme on dit aujourd'hui. Il y a un message que je refuse à imprimer. Alors là aussi, dans le schéma actuel d'inflation de l'usage du mot réel, on pourrait dire « ah bah oui, tu veux pas imprimer, tu veux pas du symbolique, c'est le réel qui te fait jeter le fait même d'imprimer en dehors de la maison, en dehors du moi. Hein. Ça serait une forclusion. Je ne l'entends pas du tout comme ça, moi je l'entends simplement comme un refoulement. Il y a un message que je ne veux pas entendre. Et en effet, le rêve me donne quand même un indice. C'est les machines agricoles. Où va atterrir l'imprimante ? Parce que c'est là qu'il y a quelque chose à imprimer, du côté des machines agricoles. Pourquoi ? Parce que mon père était ingénieur agronome, et que ma fille est ingénieure agronome. Donc je me retrouve comme Don Quichotte. À la fois, là j'ai un geste violent, comme Don Quichotte, je ne veux pas voir les géants, mon père, ou même ma fille, parce qu'elle est géante dans dans mes intérêts. Et il s'agit dans les deux cas de l'acte sexuel interdit, avec les ascendants comme avec les descendants, avec pour conséquence de la violence. Si c'est interdit, eh bien je ne veux pas en entendre parler, parce que je voulais absolument le faire. Donc c'est plutôt dans le cadre, ça, je l'entends plutôt que l'imprimante qui ne voudrait pas imprimer comme une hyperbole qui n'arrive pas à rejoindre l'asymptote, c'est plutôt sans cesse, parce que j'ai fait des tas d'autres rêves où il était question de ça, de l'inceste, qui me concerne, autant avec les ascendants qu'avec les descendants. Et donc ça, c'est l'acteur qui revient sur scène et qui, cette fois, représente plutôt la police qui dit « jetez-moi cette imprimante par la fenêtre ». Sortez de scène. Il y a aussi à représenter ça. Pas seulement le ça,
mais aussi le surmoi qui interdit la représentation. Deuxième rêve, je suis avec le mari d'une analysante. Un peu plus tard, je suis avec une femme sur mes genoux, et cette femme est une femme que je connais vaguement. Je l'ai rencontrée quelques fois, mais ça fait 3 ans que je l'ai pu rencontrer. Je ne sais pas pourquoi elle vient comme ça sur mes genoux. Et quand le mari de l'analysante arrive, elle se lève brusquement comme si elle était prise en flagrant délit de quelque chose d'interdit. Enfin, il est question, comme ça, d'une manière très vague, d'une filature avec Michel Blanc, l'acteur Michel Blanc. Vous voyez que je parlais d'acteur tout à l'heure, en voilà un. Eh bien, c'est pas difficile d'entendre que cette autre femme qui est sur mes genoux, qui n'est donc pas la femme du mari de mon analysante, c'est mon analysante. C'est interdit, le mari arrive, là c'est lui le flic qui surprend un délit, elle est sur mes genoux. Bon, c'est mon désir pour cette analysante, mais je représente aussi l'interdit sous la forme du mari qui vient nous surprendre, quoi. J'avais oublié de donner un élément fondamental du rêve, c'est que pendant que j'avais cette femme sur mes genoux, je voyais le mari dans un fauteuil en train de lire un journal incandescent, un journal en train de se consumer doucement. Le tout dans l'obscurité, ce qui fait que ce journal était la seule lumière de la pièce. Là aussi, il pourrait y avoir l'interprétation en termes de « ah oui, c'est un réel et le symbolique vient brûler le réel ». Ça rentrerait dans le cadre de tout ce que Lacan a pu dire sur l'enfant mort qui brûle. J'ai rappelé souvent ce rêve dont Freud se fout éperdument, qui est un rêve amené par Freud, donc dans la Traumdeutung. Freud se fout éperdument de la personne qui a rêvé ce rêve, il se contente de l'interpréter comme si c'était un objet. Et j'ai souvent gueulé là-dessus en disant « mais ce qui nous intéresse dans psychanalyse, c'est pas le rêve comme objet, c'est le fait que ça soit un sujet qui le rêve. » Et c'est pour ça que je vous parle de mes rêves, et pas du rêve de mes analysants, que je prendrai en objet de démonstration pour mes belles théories psychanalytiques. Hein, je suis obligé, c'est même pas un choix idéologique, hein, je suis obligé de ne prendre que mes rêves, parce que je dispose, moi, de toute la bibliothèque associative qui est associée au rêve. C'est avec ça que je peux l'interpréter. Personne d'autre ne peut le faire à ma place, et moi-même, je ne peux pas le faire à la place des analysants, sauf, je vais y venir. Il y a un sauf. Donc ça serait l'interprétation, un réel qui brûle le symbolique qui brûle le réel. Or un journal, non, c'est symbolique. C'est des nouvelles, c'est du message, c'est de l'écrit. Et s'il brûle, eh ben ça c'est la forme que prend le flic à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que je lise, parce qu'en fait je suis le mari de cette analysante dans mon rêve. Hein, je suis à la fois moi et lui. C'est mon désir d'être à la place du mari. Et donc, je ne veux pas entendre cette nouvelle. Cette nouvelle que l'inconscient, dont le rêve est le facteur, celui qui amène les lettres, celui qui amène le journal, eh bien, l'inconscient, c'est aussi le surmoi qui ne veut pas que je lise le journal. Mais comme dans le rêve précédent, le hangar avec les machines agricoles, ici j'ai un autre indice, j'ai une femme sur mes genoux. Avec un déplacement, ce n'est pas l'analysante, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Il y a à la fois la censure et le message que la censure veut censurer. Donc il y a deux types de représentations. Hein. Encore une fois, il y a les représentations du ça et les représentations du surmoi, qui sont en conflit. Mon idée de maintenant, qui n'est plus celle d'avant,
je me répète encore pour être bien clair, hein, ce n'est pas le symbolique qui fabrique à cet endroit-là la représentation à partir du réel. C'est simplement, les représentations, elles sont là, mais elles sont refoulées, elles cherchent à venir sur scène, et il y a toujours quelqu'un qui dit à l'acteur, sors de scène, tu n'as pas à lire ce message. D'où mon acteur, Michel Blanc, qui arrive à ce moment-là. C'est très flou dans mon rêve, hein. Il y a guère que ça comme indication. Pourtant, j'avais vu, la veille ou 2-3 jours avant, je ne sais plus, j'avais vu le film Docteur avec Michel Blanc. Pour ceux qui l'ont vu, enfin je rappelle un peu ce dont il s'agit, c'est un docteur qui a pas loin de la soixantaine, qui fait la tournée de nuit, la nuit de Noël, et qui boit tant et plus de whisky et qui fait à peu près n'importe quoi parce qu'on sent bien qu'il est désespéré. Et on l'apprendra plus tard dans le film, il est désespéré. Pourquoi? Parce qu'un de ses fils est mort. Ou son fils est mort. Non, il n'a pas 36 fils. Son fils est mort dans une avalanche. Donc c'est un type qui n'a plus de perspective dans la vie. Il fait le médecin comme ça la nuit de Noël parce qu'il n'a plus de famille, donc il n'a plus personne avec qui fêter Noël. Donc il s'en fout complètement, il fait des conneries. Jusqu'au moment où une dernière connerie l'empêche de marcher. Et il va se servir d'un livreur de pizza avec lequel il a été en contact, pour une raison que j'évite d'expliquer ici, ça serait trop long. Un jeune livreur de pizza. Et il va l'envoyer là où on l'envoie, dans les endroits où il est réclamé dans cette nuit de Noël, parce qu'il y a un standard téléphonique qui lui dit allez à tel endroit où on a besoin de vous. Donc c'est le jeune qui l'envoie en lui apprenant très vite comment on prend la tension, comment on prend la température, les questions qu'il faut poser, et il reste en contact avec lui par téléphone pour entendre ce que répond le malade et lui dicter les réponses. Et là, petit à petit, on voit qu'ils se prennent au jeu tous les deux. Et là, le docteur, Michel Blanc, reprend de la passion pour son métier. Il remonte sur scène par un acteur interposé. Il a une représentation de lui-même qui, en même temps, est une représentation de son fils. Et effectivement, ce fils-là, livreur de pizza, va tomber amoureux de sa belle-fille, c'est-à-dire la veuve éplorée de son fils, avec laquelle il a gardé contact, qui fait que dans la nuit, ils se rencontrent, et le jeune livreur de pizza va finalement prendre la place du fils à tout point de vue. Donc vous voyez que ce dont il s'agit, dans cette simple évocation dans mon rêve, Michel Blanc, docteur, peut-être est-il question de soin aussi du coup, le soin que représente un rêve pour la psyché, d'envoyer une représentation à sa place dans le rêve, dans ce rêve qui a été cette nuit de Noël pour lui dans le film, de façon à être soi-même d'une autre façon. Et c'est ce qui nous arrive à tous. Nous nous retrouvons quelque part dans nos enfants, dont nous aimerions bien qu'ils fassent ce que nous aimerions qu'ils fassent, tout en disant non, moi ce que je veux c'est qu'ils soient libres et qu'ils choisissent. Et moi j'aurais bien aimé que ma fille choisisse la psy, et spécialement la psychanalyse, mais voilà, elle a choisi comme mon père, c'est-à-dire comme son grand-père, elle a choisi les machines agricoles, enfin d'être ingénieur agronome. Mais bon, c'est très bien. N'empêche qu'il y a toujours cette tension entre le fait de son avatar, qui est l'acteur dans un rêve, ou l'acteur dans la réalité, qui est un de nos enfants, où on aimerait bien qu'il fasse ceci et cela, et puis, manque de peau, il ne fait pas ceci et cela comme on voudrait. Bon, ça c'est la vie, c'est les tensions logiques que tout un chacun ressent. Et dans mon rêve, eh bien toute cette information-là que je viens de vous décrire autour du film avec Michel Blanc, toute cette information-là a brûlé. Elle n'est pas dans le rêve. Je la reconstruis après coup.
comme ce journal qui a brûlé. Là, le surmoi a tapé très fort, il a carrément effacé la représentation. Avec juste cet indice, une trace. Michel Blanc. Troisième rêve. Je rêve de marionnettes qui sont faites d'une manière très sommaire, avec un croisillon de bois, avec une vis qui retient les deux morceaux de bois, et un bout de chiffon posé par-dessus. Les marionnettes sortent de Paris, par une grande avenue, et sortant de Paris, elles traversent un pont. Et juste après avoir traversé le pont, au lieu de continuer sur l'avenue, vous voyez, on a deux axes là, comme mes axes avec les hyperboles. Au lieu de continuer tout droit dans l'avenue, les marionnettes empruntent le cours de la Seine. J'ai pas eu beaucoup de mal à entendre qu'elles empruntent la Seine. Écrire S-C-E accent grave N-E. Hein. Et là, ça fait référence à une analysante qui m'avait raconté un rêve où il était question de marionnettes. Et ces marionnettes n'étaient en partie pas sur scène. Dans ma tête à moi, c'était l'idée que il y avait effectivement, comme dans mes rêves à moi, quelque chose qui ne voulait pas monter sur scène, qui ne voulait pas faire le spectacle. Et dans mon rêve, c'est mon désir aussi qui joue. C'est-à-dire que je fais bifurquer les marionnettes, au lieu qu'elles continuent selon le désir de l'analysante, je les fais bifurquer selon mon désir, c'est que les marionnettes montent sur scène. C'est-à-dire qu'elles puissent enfin dire ce que les marionnettes ont à dire, puisque les marionnettes, ce sont des avatars, ce sont des acteurs, comme mon Michel Blanc. Donc c'est mon désir, et là il entre en conflit avec l'éthique de la psychanalyse. Je ne peux pas détourner quelqu'un de sa voix. Et si sa voix, c'est le refoulement. Au niveau éthique le plus absolu, je pourrais dire, ça refoule, pas grave, sauf que ça remonte sur scène. Les rondelles, les représentations reviennent sur scène de manière répétitive, d'une manière infinie. Et ça cause de la douleur. Ne suis-je pas là aussi pour un soin, comme le docteur Michel Blanc? J'arrête pas de dire que la psychanalyse, c'est pas du soin, c'est pas la médecine. Oui, mais quand même, les gens aimeraient bien être soulagés un peu, et moi aussi. Hein. Et moi, j'ai été soulagé du fait d'avoir laissé mes marionnettes à moi monter sur scène. Même si ce qui monte sur scène dans mes rêves encore, ça continue aussi à l'infini. C'est le flic, c'est l'incendie qui ne veut pas que je lise les nouvelles de l'inconscient. Comment me sortir de ces conflits? Je voudrais, c'est mon désir d'analyse. Dans la vidéo précédente, j'avais montré quelle était la différence entre le désir d'analyse sur lequel se focalisent les lacaniens, en disant qu'il n'y a pas de désir d'analyste comme sujet. On voit bien dans mes rêves qu'il y a un désir d'analyste comme sujet, et là il vient se joindre avec le désir d'analyse comme professionnel, faire monter les marionnettes sur scène. Et donc ce qui peut m'amener quelquefois à proposer une interprétation là où je dis tout le temps qu'il ne faut pas interpréter à la place de l'analysant. Interpréter quoi? Non pas les représentations refoulées, mais les interprétations de l'instance refoulante. Parce que, sans même me le dire consciemment, j'ai ce désir que les acteurs montent sur scène, que les représentations puissent être vues, ne serait-ce qu'en rêve, vues et entendues. Et donc, il m'est arrivé de proposer interprétation du flic, de l'incendie, de l'imprimante qui est jetée par la fenêtre. D'ailleurs, ce rêve de l'imprimante jetée par la fenêtre, je l'ai raconté à une analysante pour lui montrer
que moi aussi, je suis soumis au refoulement. C'est refoulé hors de la maison. Ça ne veut pas imprimer. Et que ça peut être intéressant de se rendre compte que on fait tous ça. Il y a à la fois la singularité de chaque représentation, bien entendu, mais le refoulement est universel. Alors, s'apercevoir, est-ce que s'apercevoir qu'on refoule peut diminuer l'intensité du refoulement? J'en sais rien. C'est des essais que je fais. Et c'est pour ça que je vous en fais part, parce que je suis en recherche. Et je ne dis pas que j'ai trouvé. J'essaie des trucs. Je ne me contente pas, comme les lacaniens, d'écouter la petite musique du signifiant et de faire des interprétations jeux de mots. J'essaie de voir comment on pourrait faire autrement, pour faire en sorte que l'analyse ne se répète pas, ne répète pas les mêmes conflits, difficultés, douleurs, tout ce que vous voulez, pendant des années, mais qu'un jour, ça s'apaise. Encore une fois, je ne dis pas que ça arrête de répéter, peut-être que ça peut arrêter de répéter, mais peut-être que ça peut aussi continuer la répétition, mais sans que celle-ci amène de la douleur, de la difficulté, du conflit. Justement, le lieu du conflit, il est là. Il est de manière interne à chacun, entre le ça et le surmoi. Et ça peut se transformer en conflit entre l'analyste et l'analysant. Bon, ça m'est arrivé très très rarement. Mais quand ça arrive, ça vaut le coup de se demander ce qui se passe. Alors, pour résumer, est-ce que l'interprétation du surmoi a la même valeur que l'interprétation du ça? Faut-il être très circonspect sur l'interprétation du ça? Si possible, la laisser toujours opérer par l'analysant lui-même? Faut-il faire la même chose pour l'interprétation du surmoi? Ou faut-il proposer des interprétations du surmoi de façon à éviter que le surmoi continue d'empêcher le ça de venir sur scène? Et est-ce que l'interprétation du surmoi aurait cet effet d'empêcher les représentations à venir sur scène? Je n'en sais rien, je me borne à mettre à jour les questions. Et voir quel développement il s'en suivra, soit dans des rêves, soit dans des analyses. Alors, le fait de la représentation refoulée, qui se représente comme une infinité de rondelles de saucisson qui viennent les unes derrière les autres, ça, l'idée m'en est venue à force d'interpréter mes rêves. Depuis les dizaines d'années que j'interprète de mes rêves, je vois bien que ce sont toujours les mêmes représentations refoulées qui reviennent. Inceste, castration, pas 36 trucs. Freud le repérait déjà dans la Traumdeutung. En fait, lui, il faisait toute une série de catégories de rêves différents, mais quand on examine bien chacune de ces catégories, eh bien, elles se ramènent toutes à inceste, castration. Donc, j'en suis venu à l'idée que, c'est l'idée de l'acteur qui, à peine il est monté sur scène, le flic le fait rentrer dans les coulisses. Donc, il revient. Ces représentations-là reviennent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'en passer. C'est la structure même de l'humain. Ce qu'on peut arriver à faire, c'est juste atténuer leurs effets. Leurs effets en termes de symptômes. Parce qu'il y a l'idée qui circule dans le milieu analytique que quand on croit vachement à cette notion de réel, lorsqu'on a symbolisé quelque chose du réel, ça y est, c'est bon, ça arrête de faire souffrir. Ou, ça c'était l'idée de départ de Freud, quand on a
mis à jour une représentation refoulée, eh ben c'est bon, ça y est. Bon, c'était un petit peu la représentation de l'effet de l'abréaction, c'est-à-dire ce qu'il faisait au départ Freud avec de l'hypnose, il faisait ce que font encore les hypnotiseurs de nos jours, ils font revivre la soi-disant scène traumatique à la personne, et une fois que ça a été revécu, c'est bon, ça fait plus souffrir. Il est vrai que des fois ça marche, mais des fois ça revient, et ce qui se passe avec moi, ce que je constate, c'est que ça revient, mais d'une manière totalement atténuée. Bon, alors ça, c'est les deux possibilités d'entrevoir les effets de l'interprétation. Sachant que j'ai toujours soutenu, et je soutiens encore, que l'interprétation appartient au sujet. Néanmoins, je viens d'indiquer que, eh bien, il y a des moments où il faut peut-être se rendre compte que il y a chez le sujet lui-même quelque chose qui empêche la représentation refoulée de venir sur scène, et qu'il faut peut-être interpréter ce quelque chose, le surmoi, qui empêche. Je dis peut-être, je ne dis pas qu'il faut le faire à tout coup. Ce qui entre en contradiction avec le fait que c'est au sujet que ça appartient. C'est la même problématique avec ce que Freud a appelé les constructions. J'ai déjà parlé des constructions en analyse. C'est un des derniers articles de Freud qui dit que on peut peut-être remplacer l'interprétation qui s'attarde à un élément ponctuel, c'est-à-dire un élément ponctuel d'un rêve, un élément d'un lapsus qui vient d'arriver dans le courant de la séance. Ça, on peut l'interpréter, mais Freud le délaisse sur la fin de sa vie au profit de ce qu'il appelle construction, c'est-à-dire que quand on connaît bien un analysant, que ça fait des années qu'on le voit, eh bien, on peut lui proposer une interprétation, mais en termes beaucoup plus globaux, en termes de quelque part toute sa vie. Et ça aussi, ça vient en contradiction avec le fait que ça appartient au sujet toute sa vie. Bon, néanmoins, il m'est arrivé de le faire avec plus ou moins de succès. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, en effet, ça c'est bien de moi que ça parle là », et d'autres qui disent « Non mais attendez, c'est pas ça du tout. Bon, ok, on remet l'ouvrage sur le métier et on y retourne. Mais est-ce qu'on peut traiter les choses toujours de la même façon? C'est-à-dire, est-ce que le principe « ça appartient au sujet » est un principe absolument fondamental qu'il ne faut pas transgresser? Encore une fois, je pense que oui. Et en même temps, vous voyez qu'il m'est arrivé de faire que non. Parce que je suis un sujet, et qu'un sujet a un inconscient et qui se trouve dépassé par le désir de l'inconscient. Désir de l'analyste, tel que j'ai pu l'analyser dans les rêves dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et donc, il n'y a plus qu'une solution avec ça, c'est analyser le contre-transfert, ce que je viens de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été mis en jeu dans cette façon dont ce qu'a dit l'analysant s'est écrit, imprimante, comment ça s'est imprimé dans ma mémoire, dans l'esprit de l'analyste. Comment l'hyperbole s'est posée soit sur un plan, soit sur une sphère, soit sur un tore. C'est que des modèles, ça. On peut en trouver certainement d'autres. C'est juste un modèle pour indiquer que le support, l'espace dans lequel on plonge un récit, une figure, eh bien, ça contribue à former cette figure. Il se passe la même chose que ce qui se passe en physique quantique. C'est la chose qu'a démontré Alain Aspect, dont l'hypothèse avait été émise par Bohr contre Einstein, et qui a été démontrée par Alain Aspect dans les années 90, c'est que la particule qu'on mesure n'a cette propriété que grâce à la mesure. C'est la mesure qui implique que la particule aura cette propriété.
Elle n'a pas cette propriété d'une manière intrinsèque. Ça, c'est un autre modèle. Ça ne veut pas dire que ça marche. C'est juste pour faire penser avec des images différentes, hein, des images de topologie. Là, c'est des images de physique quantique. C'est-à-dire que l'espace dans lequel se trouve l'objet qu'on cherche, l'espace contribue au façonnage de l'objet qu'on cherche à mesurer. Donc, la mémoire qui est la mienne contribue à modifier ce que j'entends qui est extrait de la mémoire de mes analysants. Là aussi, il y a un double mouvement de l'un à l'autre, hein, qui, encore une fois, empêche de dire que l'analyste serait un pur objet, cause du désir de l'analysant, et qui pourrait se contenter d'être simplement muet à attendre que ça se passe. Bon, voilà où j'en suis de ma réflexion, hein. C'est juste une étape de la recherche à continuer. Je me rends compte que j'ai trouvé des exemples bien compliqués, là, avec la physique quantique, la sphère, le tor, mais il suffit de revenir au premier postulat d'Euclide, vous savez, par un point extérieur à une droite, il passe une parallèle à cette droite et une seule. Eh bien, il suffit de changer d'espace, c'est-à-dire de passer dans l'espace à 3 dimensions, et là, par un point extérieur à une droite, eh bien, il passe une infinité de parallèles, à condition de définir la parallèle comme une droite qui ne rencontre jamais l'autre droite, comme des droites qui ne se rencontrent jamais, ou alors à l'infini. Et on trouve notre infini des hyperboles de tout à l'heure. Mais bon, ça c'est que des exemples pour montrer l'importance du plongement d'un objet dans l'espace. Les règles, les lois qui valent dans un espace ne valent plus dans un autre. Tiens, ça me fait penser que, par exemple, vous savez que sur le plan, la somme des 3 angles d'un triangle est équivalente à 2 droits, c'est-à-dire 180 degrés. Et bien sur une sphère, c'est plus grand que 2 droits. Et sur un espace hyperbolique, c'est moins grand que 2 droits. Donc les espaces modifient les choses, les espaces de plongement. Le transfert étant un espace de plongement. Et puis je voudrais revenir un petit peu sur la question de l'interprétation du surmoi en tant qu'elle serait différente de l'interprétation du ça. Et ça m'a fait penser à la fameuse phrase, vous savez, qu'on retrouve tout le temps dans le chant lacanien, « Vous jouissez de votre symptôme », phrase que j'ai dénoncée à de multiples reprises. On ne dit pas ça à un analysant. L'analysant, il en souffre de son symptôme. Alors si on fait des acrobaties linguistiques après pour expliquer que justement la jouissance c'est la souffrance, on ne s'en sort plus. Non, moi ce qui m'avait motivé dans cette histoire d'interprétation du surmoi, c'est le fait que c'est la personne elle-même qui s'empêche d'avoir accès à une autre partie d'elle-même. Et je mets en question la pensée comme quoi est-ce que ça serait nécessaire de repérer qu'il y a quand même une partie de moi qui m'empêche d'avoir accès à une autre partie de moi. Une partie de ma mémoire m'empêche d'avoir accès à l'autre partie de ma mémoire. Et ça veut dire que j'y ai du plaisir à maintenir les choses ainsi. Je ne crois pas, justement, j'y ai de la souffrance. Et c'est ce qui me motive à essayer de faire quelque chose de ce côté-là, de façon à essayer de diminuer la souffrance, si possible. En tout cas, ça ne me semble pas être du tout du côté de cette histoire de jouissance du symptôme. Qu'on prenne plaisir à la représentation d'un inceste, et que on cherche à justement l'occulter, cette représentation, parce qu'on sait que l'inceste est interdit, ou plus exactement, parce qu'on sait que l'inceste avec un des parents va déplaire à l'autre parent. C'est toujours le plaisir qui est en question, beaucoup plus que l'interdit. L'interdit fonctionne grâce au mécanisme plaisir-déplaisir.
Eh bien, est-ce parce que je veux maintenir cette représentation occultée que je vais en tirer jouissance? Mais je ne suis pas sûr. Je crois plutôt que vouloir la maintenir occultée maintient un conflit, donc une douleur, une difficulté. Et que c'est pas parce que on l'a découvert une fois, ou même plusieurs fois, ce qui m'est arrivé, que ça fait immédiatement cesser le conflit. Le conflit ne cesse de revenir. Encore une fois, par le fait de le laisser revenir, comme conflit, on peut en atténuer les effets. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire.